Rencontrer un esprit malfaisant est déjà traumatisant. Elle a posé les yeux sur moi avec ce regard très bizarre. C'était quelque chose de très étrange. Et un jour, j'ai ouvert la porte et un bras est sorti. Comme ça. Mais c'est encore pire quand votre entourage ne vous croit pas et vous laisse seul face à vos peurs. Elle ne m'a pas cru, tout simplement. Elle n'a rien cru de ce que je racontais. Pas un mot. S'il s'était planté devant moi et m'avait dit « Écoute, ça s'est vraiment passé », j'aurais été soulagée. Enfants, Aaron et Kendra ont tous les deux connu le double traumatisme d'être tourmentés par des fantômes et traités de menteurs. J'étais un vrai fauteur de troubles quand j'étais gamin. Je ne m'entendais pas bien avec les autres, donc j'avais pas beaucoup d'amis. Mes proches, c'était la famille. Dans le sous-sol, chez ma tante, c'est là que nous jouions la plupart du temps. C'était le seul endroit dans la maison où on pouvait être vraiment des enfants, détacher nos cheveux, faire ce qu'on voulait. Quand je venais là avec ma mère, je cachais leurs chaussures, je les insultais, je m'approchais derrière eux pour leur faire peur, ce genre de choses. La grand-mère ne m'aimait vraiment pas. À chaque fois, elle me punissait pour avoir caché les chaussures ou d'autres bêtises. Elle me tenait pour un fauteur de troubles. Et c'est ce que j'étais. Elle avait toutes les raisons de penser ça. Mais c'était étrange parce qu'elle arrivait à voir vraiment qui j'étais. Elle me voyait mieux que personne. Je suis devenu encore plus un sale gosse après sa mort. Il n'y avait plus personne pour m'attraper. Je suis vraiment devenu insupportable. Ça devait faire 1 heure qu'on jouait quand j'ai eu l'idée de m'amuser un peu avec ma cousine Rachel. J'ai décidé d'aller tout en haut de l'escalier et d'éteindre les lumières. Je l'ai fait 2 ou 3 fois avant de me dire qu'une petite dernière ne ferait de mal à personne. J'ai remonté l'escalier, mais juste avant que j'atteigne l'interrupteur, les lumières se sont éteintes toutes seules. J'ai attrapé la poignée de la porte, je l'ai secouée, mais c'était fermé. Je pouvais pas sortir. Je me demandais ce qui se passait, j'avais vraiment peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai redescendu l'escalier et tout d'un coup, la lumière s'est rallumée. Ma cousine Rachel, elle était étendue au milieu de la pièce. Ses bras et ses jambes étaient écartés, comme si elle voulait dessiner un ange dans la neige, ou quelque chose comme ça. C'était une position très bizarre, et ses yeux étaient blancs. On aurait dit qu'ils étaient révulsés. Et sa robe, elle avait une chemise de nuit et elle était complètement imbibée de sang. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. J'étais figé, j'étais paralysé par la peur. À ce moment, ma petite cousine Rachel s'est levée. C'était bizarre, c'était pas comme si elle utilisait sa propre force. On aurait dit... En fait, elle ne poussait même pas sur ses jambes. C'est la chose la plus effrayante que j'ai vue de toute ma vie. Elle a posé les yeux sur moi avec ce regard très bizarre. C'était quelque chose de très étrange. Je n'ai même pas le début d'une explication pour ça. Pendant 1 minute, elle m'a regardé fixement comme ça, et tout d'un coup, elle est sortie de cette transe et elle est partie en courant auprès de sa mère. Alors j'ai couru après elle et j'ai hurlé à ma tante « Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien ?» Ma tante a répondu « Ça va, ça va. Ta mère va venir te chercher. » Je pense que la grand-mère voulait me virer de cette maison. J'étais vraiment méchant avec ses enfants et je sais qu'elle était très protectrice. Elle savait que je devrais m'expliquer pour cette situation. Avec les lumières éteintes, personne ne savait ce qui s'était passé. Pour être honnête avec vous, je pense que la grand-mère m'a piégé. Je n'avais encore jamais été piégé par un fantôme.
Et ma mère ne me faisait pas confiance non plus. Au retour, dans la voiture, je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais elle ne m'a pas cru, tout simplement. Elle n'a rien cru de ce que je racontais, pas un mot. J'ai été vraiment mis à l'écart de la famille après ça. J'étais celui à qui on ne peut pas faire confiance. Si seulement ils avaient réalisé que ce n'était pas moi qui avais éteint les lumières. Je n'ai même pas eu ma chance. S'ils m'avaient vu grimper l'escalier, ils auraient su que j'avais pas fait ça. C'était une journée plutôt calme. Et tout d'un coup, sorti de nulle part, ce bruit de battements sourds et de claquements. Exactement l'idée qu'un enfant peut se faire du bruit d'un monstre. Et le sol tout entier vibrait. Soudain, la poignée de la porte s'est mise à bouger. Avec ma sœur, on s'est dit, qu'est-ce que ça peut être? À moins que quelqu'un ait escaladé l'arbre près de la maison et soit monté sur la véranda. Qu'est-ce que ça pouvait être? Alors nous avons essayé de tourner la poignée, mais la porte ne voulait pas s'ouvrir. Et tout à coup, le bruit de quelque chose qui s'enclenche, comme un fusil. Mon père était très rationnel. Il a vu à quel point nous étions effrayés et ça l'a énervé. Il a dit, il doit y avoir une bonne explication, je vais la trouver. Tout ira bien. Ma sœur a juste répondu, oui papa, tu as raison. Je me suis sentie complètement abandonnée. S'il s'était planté devant moi et m'avait dit, écoute, ça s'est vraiment passé, j'aurais été soulagée. On n'aurait pas dit que j'étais celle qui invente des histoires. Peu de temps après, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me retrouvais 5 minutes seule dans la maison, cette entité sortait du sous-sol et marchait dans la maison. Au début, je n'ai pas voulu le croire. Mais ça ne commençait jamais avant que mes parents partent travailler. Ça m'énervait. J'ouvrais la porte du sous-sol et je criais. Je proférais des insanités. J'étais tellement en colère. Et je voulais que cette chose me laisse tranquille un jour. Mais elle revenait toujours. J'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques. Je les ai encore aujourd'hui. Et je crois que tout a commencé à cause de cette chose. Ça me terrorisait parce que parfois je faisais du somnambulisme et plusieurs fois je me suis réveillée au milieu du sous-sol. J'avais si peur, j'avais l'impression d'être gelée. Je pensais que je pouvais mourir là-bas. Je pouvais mourir. Cette chose allait me tuer. C'est pour ça qu'elle venait tous les jours, pour que je me résigne. J'étais certaine que ça allait me tuer. Et d'une certaine manière, spirituellement, ça m'a tuée. Un jour, j'ai ouvert la porte et un bras est sorti, comme ça. Mais il n'avait pas de vêtements. Il avait des... Vous voyez presque les muscles. Il a levé son bras et je pouvais voir son ombre sur le mur. Il avait cette boule dans la main et il la serrait. C'était très traumatisant de ne pas être cru. Quand on ne vous croit pas. Je voulais m'éloigner de mon père. Je voulais m'éloigner de cette maison. Je ne voulais pas subir ce que faisait cette entité plus longtemps. Alors je me suis dit, ok, j'ai 22 ans, je m'en vais. Je ne reste plus dans cette maison. Je suis allée à Vancouver, je devais juste franchir le pas et partir. Je déteste cette maison.
Les folklores locaux sont remplis d'histoires de fantômes et d'esprits. Et s'il y avait du vrai dans tout ça? Une tradition indienne veut qu'au moment de s'installer dans une maison, on la nettoie de ses esprits par une cérémonie. La sœur de Ravi, elle, ne l'a pas fait. J'ai regardé le rocking chair et il s'est mis à se balancer. Je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, la maison de ma sœur, c'est assez intéressant. Je me souviens qu'à chaque fois que je dormais chez elle, elle préparait un lit pour moi dans une chambre à l'étage. À chaque fois, je m'endormais et je me réveillais au milieu de la nuit. Et je ne pouvais pas bouger. Ce n'était pas comme si quelqu'un tenait mes bras, je sentais plutôt que quelqu'un m'enfonçait dans le lit. Toutes mes articulations étaient bloquées, je ne pouvais pas plier mes jambes ni mes doigts. Je ne pouvais même pas crier ou appeler, rien. Je savais que je ne rêvais pas parce que mes yeux étaient grands ouverts. Ça se répétait. Je m'endormais et la même chose se produisait. À chaque fois, je ne pouvais pas dormir. J'ai essayé de dormir dans d'autres pièces. Et c'était vraiment dans celle-là que je ne pouvais pas dormir, à cause de ces choses bizarres. J'évitais de venir chez ma sœur. Je ne voulais pas aller dans cette chambre. L'événement le plus remarquable dont je me souvienne dans cette maison, c'était il y a 5 ans. Il y avait eu de grosses chutes de neige et toute la ville s'était arrêtée. Je me souviens parce que j'ai dû dormir chez ma sœur, je n'avais pas le choix. Je l'ai appelée et je lui ai dit que je venais dormir chez elle. Elle m'a dit pas de problème. Et après le dîner, elle va pour préparer la chambre à l'étage, alors je lui dis que je ne veux pas dormir en haut. Elle répond d'accord, tu vas dormir dans le canapé ici. Après, j'étais allongé dans le canapé et je ne me sentais pas tranquille. Alors j'ai laissé la lumière allumée. Je me souviens que la chaudière s'est arrêtée, que toute la maison a tremblé. Ça m'a réveillé d'un coup. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'était que ça? Alors je me suis dit, ok, dans une maison qui a 60, 70 ans, la chaudière s'est arrêtée. Alors j'ai essayé de me rendormir, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rouvert les yeux. J'ai regardé vers le rocking chair, et il s'est mis à se balancer. Je le regarde encore et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment, je réalise qu'il y a une aération derrière le rocking chair, donc ça doit être le chauffage. Sauf que la chaudière s'est arrêtée. Alors pourquoi ce fauteuil bouge-t-il? Et je jette un autre coup d'œil au rocking chair et il se met à bouger plus vite. Et je prie Dieu et je pense, s'il vous plaît, faites que ce soit un rêve. Laissez-moi me réveiller. Je me suis caché sous les draps et je me suis dit, allez, je regarde à nouveau. Ce n'est probablement pas... Ça doit être mon imagination. C'est parce que cette maison me fout la trouille. Alors je jette un coup d'œil par-dessous et il bougeait encore plus vite. À ce moment-là, il allait en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et d'un coup, il s'est arrêté. Comme si quelqu'un était assis dessus et avait décidé de partir. J'ai eu tellement peur que je suis tombé dans les pommes. Manifestement, il y a une sorte de drame qui s'est tenu dans cette maison, et l'esprit... Il y a un esprit ou quelque chose comme ça dans cette maison qui n'est pas en paix. Le truc, c'est que dans la culture indienne, quand vous emménagez quelque part, il y a une cérémonie pour nettoyer la maison, pour la bénir. Nous appelons ça un kata. On invite un prêtre, de la famille et des proches. On chante des prières et le prêtre chasse les mauvais esprits. Ma sœur, ça fait je ne sais combien d'années qu'elle habite là, elle ne l'a pas fait. La sensation de terreur, rien qu'en voyant ce rocking chair bouger tout seul, c'était horrible. Je ne veux plus jamais vivre ça. Comment ne pas croire aux fantômes quand vous avez vous-même été l'un d'eux? Je volais vraiment vite. C'était ma précédente vie. Juste un petit garçon qui s'est noyé. Catherine est morte sur une table d'opération lorsqu'elle avait 12 ans. Revenue à la vie, elle raconte comment
l'espace d'un instant, elle est devenue un fantôme. J'ai vu mon corps flotter. Je voulais aller dans la lumière. Don, lui, pense être la réincarnation d'un garçon de 6 ans, mort noyé dans un lac gelé. Je faisais des rêves où il était question d'eau et de noyade. Son récit est très troublant. J'ai eu le sentiment d'avoir déjà vu ces yeux-là. Catherine et Don sont-ils les preuves vivantes que les esprits existent? Il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose d'autre. J'avais 12 ou 13 ans et je suis tombée très malade. J'ai été emmenée chez notre médecin de famille 2 fois dans la semaine, mais il m'a dit de rentrer chez moi, que c'était juste la grippe. Et puis mon état a empiré. Et c'est mon père qui a dit « Bon, je l'emmène à l'hôpital » et il l'a fait. 2 heures plus tard, on m'opérait en urgence. Quand on m'a ouvert, l'appendice était à son maximum. Elle avait explosé. Sur la table d'opération, j'ai vu mon corps flotter. En fait, je pense que c'était mon âme qui s'envolait loin de mon corps en direction du plafond. Et j'ai vu 4 ou 5 personnes dans le bloc opératoire. J'ai vu le docteur, je pense que c'était l'anesthésiste, et peut-être 2 ou 3 infirmières. Je ne prêtais pas attention à mon corps. Quand j'ai regardé en bas, j'ai simplement été attirée par une lumière, tout au bout de ce qui ressemblait à un couloir très long et très sombre. C'était comme un morceau blanc, un morceau de papier brillant très blanc, peut-être avec une ampoule derrière. C'était blanc et brillant comme cela. Et j'ai commencé à voler très près du plafond, et très vite en direction de la lumière. Et puis j'ai fait du surplace, devant la lumière. Je ne sais pas ce qui m'a fait faire du surplace. Je ne sais pas ce qui m'a fait m'arrêter. Je n'avais aucune douleur, je ne sentais rien. Je me sentais juste incroyablement bien. Une voix m'a demandé « Veux-tu partir ou veux-tu rester ?» Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ma mère. Je ne voulais pas quitter ma mère et je savais qu'elle s'inquiétait. Et j'ai dit, pour toutes ces raisons, non, je ne veux pas traverser la lumière, parce que je ne veux pas laisser ma mère, et je ne voulais pas ne pas vivre ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, et je ne l'oublierai jamais. Eh bien, je n'ai pas raconté à mes parents ou à ma famille l'expérience que j'avais vécue. Comme j'étais très jeune, je ne savais pas. Je ne savais pas quoi en penser. Et puis 1 an après mon opération, quand ma mère est rentrée ce soir-là, je lui ai demandé. Et elle m'a dit que c'était vrai, que j'étais bien morte sur cette table d'opération, que mon cœur s'était arrêté, et j'étais morte. Elle avait des papiers pour le prouver, et elle me les a montrés. J'étais très... Il y avait mon nom dessus et j'étais très choquée. Une feuille longue d'à peu près 2 mètres, perforée et pliée en accordéon, avec dessus une simple ligne rouge, toute droite. J'étais en état de choc. J'ai dû regarder ce papier et mon nom dessus pendant des semaines, parce que j'étais en état de choc. Je ne pouvais pas croire que j'étais vraiment morte sur cette table d'opération et que j'étais revenue à la vie. Et après une expérience comme ça, une autre dimension s'ouvre. Il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose d'autre. Je faisais des rêves d'eau et de noyade. Et je me souviens m'être souvent réveillé, complètement terrorisé.
Un rêve se répétait souvent, peut-être une fois par mois, autant que je m'en souvienne. L'eau était marron et avait l'air sale. Je me réveillais toujours fatigué, épuisé de ce rêve. C'était une sensation étrange. C'était terrifiant. La plupart du temps, je rêvais de noyade. Je me souviens que j'avais peur d'aller sous l'eau. Je ne suis jamais allé sous l'eau. On était en 1958. Je n'étais jamais allé dans l'Ontario avant. J'avais 2 frères qui habitaient à Sudbury. Et mes parents, ma sœur et moi, on avait décidé d'y aller en vacances. J'avais beaucoup de problèmes aux dents à cette époque. J'avais 19 ou 20 ans et c'est moi qui conduisais tout le trajet. J'ai dit, il faut que je m'arrête, je dois voir un dentiste. J'avais très mal, je prenais des médicaments contre la douleur, mais rien n'y faisait. Donc on s'est arrêté tout près de Renfrew, dans l'Ontario, à une station-service. Et j'ai demandé au pompiste où se trouvait le dentiste le plus proche. Il m'a dit, descendez cette rue et tournez à gauche. C'est ce que j'ai fait. Et alors que je descendais la rue, j'ai eu cette sensation que j'étais déjà venu à cet endroit. Je savais où j'allais. Et quand j'ai atteint la rue du dentiste, je savais exactement où tourner parce que quand j'ai tourné, il y avait ce lac ou ce réservoir avec des hautes herbes autour. Et au fur et à mesure que je descendais la rue, je savais exactement à quoi la maison allait ressembler. Je me suis engagé dans l'allée et comme je m'y attendais, l'enseigne du dentiste était sur la façade. J'étais sur le seuil à attendre que quelqu'un m'ouvre. Je me suis retourné et j'ai posé les yeux sur cette glace. Et j'ai eu cette étrange impression, une sensation comme si j'allais devoir retenir ma respiration. Et juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Je me suis retourné et il y avait cette femme assez âgée qui me regardait. Nous nous sommes regardés droit dans les yeux et immédiatement, j'ai eu le sentiment que j'avais déjà vu ces yeux-là avant. C'était une sensation vraiment très étrange. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous aider? J'ai juste dit, excusez-moi, non, j'ai dû me tromper de maison. Tout ce que je voulais, c'était partir. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une femme à Montréal dans le cadre de mon travail. Elle avait perdu sa fille de 8 ans à cause d'un cancer. Nous nous sommes mis à parler de réincarnation. Elle voulait y croire que sa fille pouvait être revenue. Ça m'a rappelé mon histoire, alors qu'à l'époque, j'avais vraiment mis ça de côté. Et elle a voulu qu'on fasse des recherches. Son idée, c'était de regarder en 1938, l'année de ma naissance. Et elle a trouvé cette nécrologie d'un petit garçon de 6 ans, fils d'un dentiste, qui était mort noyé en 1938, l'année exacte où je suis né. J'étais très énervé quand j'ai lu l'article, parce que vraiment, je voulais pas y croire.
Elle était complètement convaincue que j'étais ce garçon. Et ça m'a fait penser à ma peur de l'eau, ma peur d'aller sous l'eau et au fait que je n'aime pas marcher sur la glace. La famille Hay, elle aussi, a emménagé dans une maison hantée. Il y avait des ombres qui ne pouvaient pas être celles d'animaux. Toute leur enfance, les 4 sœurs de la famille vont avoir affaire à un esprit. Il ne me poussait pas pour que je me balance. Il voulait me faire tomber. Mais cette fois, l'occupant n'est pas amical du tout.